Bonsoir à tous, je suis très ravi de vous retrouver ce soir sur F1 Racing Live, le groupe Max Speed dédié à la Formule 1. Alors, comme vous le savez, on a aussi un groupe dédié au karting, un groupe dédié à l'endurance et au GT. Et ce soir, c'est la bienséance qui va sévir sur notre groupe. J'ai un invité de prestige qu'on apprécie, qu'on connaît depuis un petit moment maintenant, parce qu'il poste des publications sur notre groupe, et il est aussi l'auteur d'un livre magnifique de 230 pages, hein. Donc il a beaucoup écrit, il s'est beaucoup documenté, et il nous fait partager ses souvenirs, ses humeurs, ses anecdotes de course qui l'ont transporté depuis son plus jeune âge, dit-il en préface. J'accueille Julien Godin. Bonsoir Julien. Bonsoir, Comment vas-tu? ça va très bien. Bon, ravi de te recevoir sur F1 Racing Live, bien sûr, pour parler de ton livre qui s'appelle Je me suis levé pour ces Grands Prix. Mais tous les Grands Prix dont tu parles dans ton livre, tu t'es pas forcément levé. Je pense que tu étais déjà levé, voilà. Mais en tout cas, il y a de belles choses dans ce livre. Voilà, je suis ravi de te recevoir ce soir. Moi aussi, je suis ravi d'être là. Merci pour l'invitation. Ben, je t'en prie. On est très content. Alors, première partie d'émission, on va tout simplement parler de quelques passages de ton livre. On en a retiré 4. Les autres, on vous les laissera découvrir, évidemment. Et puis, on parle un petit peu de F1, bien sûr. Et puis, on donnera le résultat de notre jeu de pronostic qui a eu lieu tout au long de la saison sur notre groupe MS Predictor qui est géré par Willy. Bonsoir, Willy, qui est aux manettes. Hello tout le monde. Ça Comment va bien? vas-tu, mon Willy? Nickel, nickel. Là c'est encore un très beau live. En plus, on vous l'offre sous le sapin, donc quoi de mieux? Exactement. Je précise deux choses très importantes. Si vous voulez vous procurer le livre de Julien, donc Je me suis levé pour les Grands Prix, le lien Amazon.fr est dans la publication de ce live, tout simplement. Donc, vous n'avez pas d'excuse pour pas l'offrir à quelqu'un qui est passionné de sport auto pour Noël. Et puis, évidemment, c'est le deuxième lot, mon cher Julien. Donc, je l'ai reçu, il est là. Il est dédicacé de ta main. Ça sera le deuxième lot de notre jeu MS Predictor. Et je peux le dire déjà, il est Oui. attribué à Sophie Bigné, qui habite dans le Loiret, que je vais rejoindre pour Noël. Voilà. Ouais, Ouais. Donc c'est une Voilà, petite donc elle a surprise de la d'ailleurs qu'on lecture fait pour à Noël. Sophie. Petite surprise qu'on fait à Sophie Exactement. d'ailleurs. Tout à fait. sympathique. Alors, Julien, on en vient maintenant à toi, à ta passion pour la Formule 1, que tu as exprimée donc dans ce livre. Tu es passionné tout simplement depuis combien de temps et comment t'es venu c'est la question qu'on pose à tous les pilotes qu'on reçoit en live. Je te la pose à toi, même si tu n'es pas pilote. Comment t'es venu cette passion du sport auto et de la Ben, Formule 1 surtout? je pense que c'est venu de mon père qui regardait les Grands Prix à la télé. Du coup, un peu comme moi avec mes enfants aujourd'hui, je regarde les Grands Prix sur un côté, du coup, ils regardent avec moi. Donc ça a dû démarrer comme ça. Je ne sais pas trop à quelle période. Je pense avoir découvert la Formule 1 avec Prost et Senna, donc forcément, publicité très vendeuse. Exact, exactement. Comment dire, t'étais déjà, comment dire, très vite. Tu me parlais tout à l'heure de ton fils qui est très jeune, qui est déjà passionné. Ça, on en parlera un petit peu en conclusion aussi. Tu t'es tout de suite bien regardé les Grands Prix parce qu'à l'époque, je ne sais pas quel âge tu avais, mais tu avais entre 7 et 12 ans, peut-être, je sais pas, 10 ans, quand tu as commencé à regarder les Grands Prix. 10 ans, même peut-être un peu avant, parce que je me souviens des bagarres de Prost et Senna, Senna sur McLaren, Prost sur Ferrari, donc je devais avoir 5-6 ans. Ouais, effectivement. Voilà, moi j'étais un petit peu plus vieux que toi, donc d'ailleurs mon premier poster dans ma chambre, c'était la Benetton de Schumacher. Et toi, est-ce que tu avais des posters dans ta chambre? Oula, plein, il n'y a plus la Ça- tapisserie. D'accord. Ok. Moi, j'étais passionné de basket, alors j'avais beaucoup Michael Jordan et il y avait celui de Schumacher. Voilà. Schumacher, dont on reparlera tout à l'heure. On va parler un peu d'Imola, Ouais. d'Interlagos, de Monaco et la transmission de cette passion de père en fils ou de mère en fille, hein, d'ailleurs, puisqu'on peut être aussi passionné de F1 étant une femme ou étant une petite fille d'ailleurs, on en a de plus en plus et on les salue. Voilà. Alors, tu es passionné de F1, bien sûr, 30 ans de passion. Toujours intact aujourd'hui ta passion pour la F1? Ou est-ce que, voilà, de temps en temps, tu te dis, Toujours. Même s'il y a des grands prix qui sont soporifiques comme dimanche dernier, il y a toujours cette envie d'allumer la télé à 14 heures, enfin 15 heures maintenant, pour regarder le départ, et peu importe où on est, en plus maintenant c'est facile. Le téléphone, il y a toujours Canal dessus. ouais, Donc
Toujours intact. Ok. Tu as d'autres passions que la F1 ou tu t'intéresses aussi un peu à d'autres sports automobiles ou de roues, tout simplement? Sport automobile, j'aime beaucoup le rallye, la formule électrique. Ouais. L'endurance, c'est un peu plus difficile à suivre, mais je regarde quand même un peu. Ouais. Et là, après, dans les autres sports, on va dire un peu de Tour de France, un peu de Roland-Garros quand on a le temps de suivre. Ouais. Et C'est bien. puis le foot pour regarder Lyon en Ligue 1. D'accord. Bon, c'est un bon choix. Très bien. Bah, moi, je regarde le Paris Saint-Germain. Voilà. Donc bravo à vous pour la Désolé. victoire lyonnaise il n'y a pas longtemps. Non, non, il n'y a pas de souci, c'est pas souvent. Voilà. Il faut bien partager. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc tu m'as parlé de ton papa tout à l'heure qui t'a donné cette passion pour la catégorie Rennes. Et puis donc comme nous tous qui avons allez, voilà, 30, 40, 50 ans, même les plus jeunes, on a quand même regardé déjà beaucoup, beaucoup de Grands Prix. Et tu as voulu, comme d'autres, comme Hilario par exemple, qu'on salue, tu as voulu coucher ça sur le papier. 230 pages, c'est pas rien. C'est pas écrit très gros, donc, ça se lit très bien, c'est très fluide comme lecture. Et tu as quand même, il y a 25 chapitres de mémoire. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Pourquoi tu as voulu nous faire partager ces souvenirs? Et de quelle façon tu as voulu nous les faire partager? Et bah, déjà, il faut savoir qu'à l'école, j'étais pas très bon en français, en écriture et tout ça. Je pense que l'écriture, ça m'a pris à 24-25 ans quand j'ai tenu un blog de voyage quand j'étais en Australie pendant un an. Donc sur le blog, il y avait, on va dire, la partie que je pouvais rendre publique. Et après, j'avais un petit calepin de mon côté où je notais le reste, ce que je pouvais pas dire Ouais. à tout le monde. Et c'est comme ça que ça m'a pris goût à l'écriture. Et après, malheureusement, à la fin de mon voyage, je me fais voler mon sac. Je perds ce calepin. J'avais essayé de le réécrire, mais c'était impossible. Puis après, plus tard, en téléchargeant des vieux Grands Prix sur le net, ça m'a redonné envie de noter ces anecdotes de quand j'étais gamin. Je me souvenais qu'à tel Grand Prix, j'étais à tel endroit, j'avais tapé une telle colère parce que ça s'était pas passé comme j'aurais voulu. Et c'est venu comme ça. Et puis après, ma femme, en lisant les articles, me dit, mais c'est super, faut que tu développes un peu parce qu'on a envie d'en savoir plus. Et puis, c'est prêté au jeu comme ça. Et puis 2 ans après, j'étais à 25 chapitres, quoi. Exactement. Oui, Voilà. il y a beaucoup, beaucoup comment dire? Tu es revenu, pardon. Tu es revenu sur. Il est tard. Et tu es revenu sur beaucoup, beaucoup de courses. On en a Ouais. isolé trois, parce qu'on va pas tout dévoiler. Mais en tout cas, voilà. Et certaines courses, tu les as vécues d'une façon exceptionnelle. On va en parler tout à l'heure. C'est assez drôle et je trouvais ça très, très charmant, tout simplement, d'être pendu parfois au téléphone en attendant un résultat. Voilà. Il y a des gens qui t'ont poussé, enfin qui t'ont aidé à faire ce livre. Il y a ton épouse, bien sûr, qu'on salue, Mélanie. Il y en a d'autres? Mes collègues de travail, parce que il est arrivé certains chapitres, l'inspiration venait comme ça, Oui. et au travail. Donc, pour pouvoir écrire tranquillement sous couverture, voilà, j'ai quelques collègues de travail qui m'ont un peu couvert pour me permettre d'écrire. Donc, je les D'accord, remercie. d'accord, ok. Bon, on va le Après, garder pour nous. Comment? je sais même pas si mon père savait. Je crois que mon père, ça a été le premier à le lire, Hmm. mais lui, il l'a lu à la fin, une fois que c'était écrit. Je sais pas s'il le savait avant, que j'étais D'accord. en train de préparer ça. Ouais. Tu t'as mis combien de temps pour collationner tout ça? Parce que c'est juste énorme. Ceux qui vont l'acheter, et je les invite à le faire, vont découvrir vraiment beaucoup de choses. T'as mis combien de temps à l'écrire au total, en entier finalement? On va dire des premières lignes que j'ai écrites jusqu'au moment où il était disponible sur Amazon pour l'acheter. C'est passé 3 ans. 3 ans. On va dire, mon père l'a lu il y a 2 ans pour Noël. Je lui avais offert pour Noël. Et après, il m'avait fait un retour avec quelques fautes d'orthographe à corriger, des choses comme ça. Ça avait été laissé de côté. Puis en 2020, il y a eu le coronavirus, le confinement. Je vois pas Donc, de du quoi coup, tu parles. ça m'a laissé un peu de temps pour me Pardon? replonger. L'Australie? Australie 2020, mars? Pardon. Je t'en prie, Excuse-moi. Louis. Une fois Vas-y, qu'on s'est Julien. retrouvé en confinement, que j'avais fini ce petit travail de réécriture, bah, je me dis qu'est-ce que je fais avec ça? Et sur Facebook, j'avais posté le 1er avril un post pour dire bah voilà, c'est pas une blague, j'ai écrit un livre sur la F1.
Donc c'était sur le groupe en quarantaine avec Auto Hebdo. Mmh. Et j'ai un certain Hilario Pax qui m'a répondu en me disant bah, fais comme ci, fais comme ça. Et on a discuté. Et puis bah, dès 12 ou 13 mai, il était disponible pile poil pour l'anniversaire de la Formule 1. Donc c'était très bien, bon timing. Et merci pour tous les conseils. Exactement, Hilario qu'on salue encore, qui a écrit Imola le jour d'après. Il a imaginé la vie d'Ayrton Senna s'il était sorti de sa Formule 1 sain et sauf comme Romain Grosjean il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, une question que j'avais notée et que je voulais te poser, mais que te pose Virginie, qui s'occupe de Karting Live, le groupe de karting. Pourquoi avoir donné ce titre à ce livre? Je me suis levé pour ces Grands Prix. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir de quel titre je pouvais donner. Il fallait forcément qu'il y ait le nom Grand Prix, Formule 1 ou quelque chose. Et il fallait que ce soit, accrocheur, quoi. Donc, j'avais en tête l'image pour faire la couverture de ce petit symbole de Macron, la Coupe du Monde qui se lève le bras levé, là. Oui. Et je me suis inspiré un peu. Devant Poutine. Je sais plus ça, mais. Ouais. Et j'avais cette image qui a été beaucoup ensuite relayée. Il y a eu des mèmes sur Internet. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je me suis levé pour ces Grands Prix. C'est les Grands Prix où, bah, au lieu de m'endormir sur le canapé ou s'il se passe rien, bah, c'est ceux qui m'ont fait réagir. Voilà. Parce qu'au début, on pourrait penser que tu t'es levé pour ces Grands Prix tôt. Parce qu'on pense au Grand Prix de Suzuka, on passe au Grand Prix d'Asie, tout simplement, où il faut se lever tôt. Suzuka, je me souviens, quand j'étais minot, je mettais mon réveil, sinon je me levais à midi. Je mettais mon réveil tôt et je regardais Suzuka à 5 h du matin ou 6 h du matin de mémoire. Voilà, donc ça en fait partie. Et on pensait, au début, quand j'ai vu la première fois le titre de ton livre, je me suis dit, tiens, il s'est levé tôt pour ces Grands Prix. Et non, ça t'a levé de ta chaise, levé de ton canapé parce que tu t'es régalé. Lever de table pour aller regarder un Grand Prix, parce que le repas s'éternise et que c'est 14 heures. Oui, lever de sa chaise, ouais, exactement. C'est souvent, on est au dessert, comme tu le dis si bien. Voilà, exact. Maintenant, ça a un peu changé, malheureusement. Les Grands Prix à 15 heures, ça casse un peu le charme, ça casse un peu l'après-midi aussi pour la vie de couple, de famille. C'est vrai. Ah, bah c'est la F1, ça. C'est un petit peu à l'envers en ce moment. Bref, passons, c'est pas grave. Super, en tout cas, c'est une bonne idée de titre. Alors, on va parler d'Imola. J'ai isolé 3 courses. Imola, évidemment, la course du 1er mai 94, donc week-end funèbre, avec la mort de Rasenberger le samedi. Et évidemment, le décès de Senna dans Tamborello, évidemment, pendant la course. On s'en souvient tous, il n'y a pas la peine de rappeler les circonstances. Pourquoi être revenu parmi tous ces chapitres que tu évoques dans ton livre sur Imola? Qu'est-ce que ça t'a procuré comme émotion et qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus en tout cas? Je pense que pour ceux qui ont connu cet événement, c'est un peu comme ceux qui ont connu le 11 septembre ou qui ont connu le 15 novembre au Bataclan. C'est des trucs qui marquent, on se souvient ce qu'on faisait ce jour-là, avec qui on était, comment chacun a réagi. Moi, pour ma part, c'était la première fois que j'étais confronté à la mort. Parce que j'ai de la chance, j'ai encore toute ma famille autour de moi, à peu près tous en bonne santé. Et donc, c'était la première fois que j'étais confronté à la mort de quelqu'un que je connaissais, que je voyais à la télé. Et puis, bon, bah, quand on a 9 ans, qu'on regarde la Formule 1, qu'on découvre ce sport, Senna, c'est le héros. Et on se dit, non, c'est pas possible. Du coup, voilà, c'est marquant. Après, on voit aussi les gens autour de nous qui réagissent. Je me souviens de mon père, de mon frère. Mon frère qui n'est pas super passionné de Formule 1, mais ça l'a marqué aussi. Et donc, forcément, c'était un moment marquant au début. Au début, je commençais à regarder les Grands Prix, mais je ne les suivais pas encore tous à l'époque. Moi, j'avais 17 ans. Je sais exactement où j'étais et je me souviens très très bien. Voilà. Et c'est vrai que ça nous a tous marqués. Comme tu le dis, comme Maradona, comme d'autres champions, Kobe Bryant qui est décédé il n'y a pas longtemps, le basketteur américain. Pour les passionnés de sport et de sport en général, c'est vrai que tu as raison, Julien. C'est une très bonne idée d'avoir choisi cette cicatrice du 1er mai, comme tu l'appelles dans ton livre. Cicatrice du 1er mai, mais je dirais même que c'est même une blessure qui se refermera jamais.
Mais en même temps, il vit quelque part grâce à ça. Et ça, grâce à toi, grâce à Hilario, grâce à tous les passionnés qu'on salue, il continue de vivre. Tout à Il fait, ouais. continue de vivre. Voilà, à travers tes écritures, à travers les podcasts, à travers les gens qui postent sur lui chaque jour, parce que c'est chaque jour. Il y a des groupes Facebook qui sont dédiés à lui, pas partout, partout dans le monde. Voilà. Ouais, Euh, c'est une ouais, marque. C'est bon, nous, il y a le côté en France où on a été marqué de voir Thomas en direct, mais c'est aussi voir un peu les mêmes images qu'on a vues avec Maradona récemment. C'est voir comment au Brésil, c'était comme s'ils avaient enterré un chef d'État, quoi. Et ces images m'ont marqué de voir ce véhicule passer avec toute la foule à côté qui jetait des fleurs. Je sais pas, nous en France, on a connu ça pour Johnny, peut-être, mais oui, oui, oui. Ouais. hmm, Général de Gaulle, peut-être aussi. j'étais pas né là. Ouais, mais il y a des images quand même. Ah ouais. Je vous ai compris. Voilà, Non, ça, c'est autre chose. exactement. Tiens, une question, puisque tu parles d'Hilario tout à l'heure, qui t'a aidé à mettre en ligne ton livre et à l'éditer. Tiens, la question que je voulais te poser, selon toi, Julien, euh, que serait devenu Senna s'il n'était pas décédé en piste? Ben, je vais pas spoiler le livre de Hilario, hein, parce que je l'ai lu, C'est à mais toi que je pose la question. Hilario, exceptionnel ce qu'il a écrit après, parce que du coup, j'avais pas du tout imaginé la suite comme ça. Moi, je l'aurais vu en F1 comme Schumacher ou Hakkinen quand ils ont eu leur accident, revenir et revenir encore plus fort. Et soit il aurait écrasé la Formule 1, soit il se serait livré à un beau duel avec Schumacher Qui naissait? est le seul qui aurait été peut-être au niveau de rivaliser avec lui. Après, est-ce que ça aurait donné ce que ça donne en ce moment entre Hamilton et Verstappen ou un peu plus d'intensité, je ne sais pas. Ouais. À vrai dire, je me suis pas vraiment beaucoup posé cette question. Eh ben, tu vois, je te l'ai posé. Voilà. Ouais. Et si ça te prend l'envie de deviner ou de nous faire un petit post avec de quelques lignes, savoir si tu as le temps, voilà, ça peut être sympa aussi. On peut faire ça l'année prochaine, au mois de mai, ça peut être bien. On refera un live en mai prochain. On invitera d'autres personnes pour reparler de Sénat. Et je pense qu'on insistera aussi plus sur la disparition de Ratzenberger et de Barrichello qui s'était envolé aussi le même week-end. Voilà. Et après, un autre qui m'avait aussi marqué, c'était quelques semaines plus tard, Karl Wendlinger qui s'était craché dans la chicane de Monaco. Et je me souviens qu'après, pendant quelques courses, on n'avait pas regardé les grands prix parce que on avait l'impression que ça s'arrêtait jamais. Bon, alors après, c'était peut-être mon père qui décidait ça parce que bon, on était petits, mais j'ai l'impression ouais, que c'était peut-être pour nous préserver aussi. Je me souviens un peu plus tard, il y avait eu un incendie dans les stands d'un Grand Prix où une voiture avait pris feu avec un peu impressionnant comme ça a été le cas avec Romain Grosjean. Et c'est vrai que pendant un petit moment après, pendant ouais, quelques mois, on n'avait pas vu les Grands Prix. Donc sur la saison 94, on n'avait pas vu grand-chose. Exactement, pardon. Ça bip. Oui, oui, Willy, tu peux me mettre les questions du chat, il n'y a pas de souci. Je relayerai les questions du chat. Tu as raison, Willy, de me faire signe. Il y a quelques questions qui vont arriver. Puis Alban, que je salue. Il y a plus de duels comme Prost et Senna en Formule 1 aujourd'hui. Effectivement, Alban, on va en parler tout à l'heure. On va rester focus sur le livre dans un premier temps et après, on va se titiller un peu quand même avec la saison qui vient de s'achever, notamment. Voilà. Ensuite, tu as souhaité parler d'Interlagos 2008, qui est un Grand Prix terrible pour les supporters de Massa et de Ferrari. Donc je rappelle quand même que 2007, Raikkonen grappille petit à petit en fin de saison le championnat pilote, pardon, Kimi Raikkonen. Donc c'est le dernier championnat pilote glané par Ferrari jusqu'à aujourd'hui. Et en 2008, Massa n'est pas champion du monde pour un point. C'est Hamilton qui rafle la mise, mais Ferrari est quand même champion constructeur en 2008. Voilà. Alors là, je ne vais pas m'exprimer à ta place. C'est une course terrible pour plusieurs raisons, et tu la relates très bien dans ton livre. Et j'ai envie que tu nous donnes envie de lire ce paragraphe, quoi. Enfin, ce chapitre, pardon. Pour beaucoup de gens, je pense que ce Grand Prix est marquant parce que je suis pas sûr que la F1 ait connu un scénario final aussi intense que celui-là. Pour ceux qui l'ont pas vu, ce final, c'est Massa qui passe la ligne en champion du monde
Et quelques secondes plus tard, je crois, c'est 48 secondes plus tard, C'est ça. Hamilton dans le dernier virage, ce qui lui permet de gagner un point supplémentaire et d'être champion du monde. Donc Massa passe la ligne en vainqueur et quelques secondes plus tard perd le titre, sachant que Massa est chez lui au Brésil. Il gagne la course. Les Brésiliens attendent un champion du monde depuis Ayrton Senna. Voilà. Ça fait un peu malédiction. Moi, je n'ai pas vu ce Grand Prix en direct. Parce que Oui. j'étais à l'autre bout de la planète, aux Antipodes, en Australie. Ouais. C'était 5 heures ou 6 heures du matin. Je me suis fait plein de scénarios pendant toute la nuit à m'imaginer comment allait passer cette course. J'étais pour Massa. Et j'attendais impatiemment le texto de mon père qui allait me dire qui avait gagné. Car à l'époque, en Australie, je ne sais pas c'est Willy si c'était le cas quand il y allait récemment, mais en Australie, il ne passait pas les Grands Prix sur les chaînes publiques. Donc c'était très difficile à suivre. Tu le Et racontes très bien, oui, dans ton c'est livre. mon père qui m'a envoyé un texto pour m'annoncer le truc. Et après, moi, je partais faire un road trip en surf au milieu de nulle part, donc pas de 4G, enfin ça n'existait pas encore, hein, c'était en 2008. Donc coupé encore un peu du monde pendant une bonne semaine, et c'est qu'une semaine après, en arrivant à Sydney, que j'ai découvert que, on va dire, le scénario de la course. J'avais le résultat. Mon père m'avait un peu briefé sur ce qui s'était passé dans le dernier tour, mais je n'avais pas ces Les- infos, ces images, et ça m'a marqué, et ça m'a marqué d'autant plus que j'ai pas eu la réaction en direct comme pouvait l'avoir, comme tu m'as raconté, que ça t'a rendu fou, quoi. Oui. Non, non, mais on peut dire, hein, moi j'étais très très heureux quand Massa passe la ligne, mais il reste encore un virage. Et Hamilton, enfin Glock perd 2 places. Timo Glock, hein, c'est Toyota à l'époque. Il pleuvait un peu, hein, la piste était humide. Il pleuvait pas beaucoup, mais il pleuvait quand même. Et Glock est en slick et il se fait doubler. Il perd 2 places. Et puis Hamilton le double dans le dernier virage. Et Hamilton doit être cinquième pour être champion du monde avec un point d'avance sur Massa, chez ça par cœur. Hein. Voilà, donc on est très très heureux quand Massa passe la ligne et 48 heures plus tard, 48 secondes plus tard, on est tous très tristes et parfois les larmes sont sorties des yeux pour certains. Merci Glock, comme dit Alban, effectivement. J'ai cassé ma télécommande si j'avais vu ça en direct, hein. J'ai pas cassé la télécommande, mais oui, j'étais pas dans un bon état, ça c'est sûr. Mais pour revenir, on va pas forcément parler de moi, mais c'est pas intéressant. Mais justement, comme tu le dis si bien dans ton livre, c'est le psychodrame en fait qui est terrible parce que on passe par toutes les émotions. Voilà, C'était l'ascenseur émotionnel, ça, hein. exactement. On voit le père de Massa qui est hyper heureux. On a la copine d'Hamilton dans le stand de McLaren qui, elle, je sais plus comment elle s'appelle, si, c'est Nicole Schwarzinger, quelque chose comme ça, la belle brune, qu'on salue aussi. Et donc, voilà, elle était triste, après elle est très contente, et l'inverse pour le papa de Felipe et évidemment toute sa famille. Voilà. Je Mais crois c'est vrai que dans cette image, ce qui m'a le plus marqué, c'est le mécano Ferrari qui éclate le truc, le panneau rouge qui est derrière, qui tient la télé ouais. de rage. Ah oui, il y a de quoi. Il y a de quoi. Et ça c'est vrai qu'aujourd'hui, ça manque un petit peu, ce genre de fin de saison. Alors, parce que Hamilton est champion très tôt. Bon, hein, tant mieux pour lui, il le mérite. Mais c'est ce qui nous manque un petit peu. Je dirais que dans le même esprit, on a vécu un petit peu, j'ai bien dans le même esprit, hein, c'est pas comparable évidemment, on l'a vécu un petit peu avec la victoire de Pierre Gasly qui est derrière moi. Pierre Gasly au Brésil, justement, à Monza, et sa deuxième place l'année dernière au Brésil. Donc sa victoire à Monza cette année, avec une AlphaTauri. Ces deux arrivées qui nous fait au sprint, et c'était ça qui était excellent, quoi. Ouais, c'est vraiment chouette. Voilà. Et ça nous manque. Moi, j'avoue que ça nous manque. Voilà. Et de le relire dans ton livre, certes, ça rappelle de mauvais souvenirs, ou de bons souvenirs pour ceux qui sont pour Hamilton, bien sûr. Et voilà. Et là, pour le coup, c'est pour ça que je l'ai choisi aussi, parce que là, pour le coup, tu t'es pas levé. Non, Voilà. je me suis pas levé, j'étais en train de dormir, et Parce que tu t'en après, c'est peut-être aussi que par rapport à toi qui l'as vécu en direct, j'ai pas eu ces mêmes le fait d'avoir un peu pris connaissance de ces images et de tout ça, peut-être que Timo Glock et Hamilton, j'en voulais moins
que si j'avais vécu ça en direct, j'aurais trouvé ça injuste, Ouais. bizarre et tout ça, quoi. Bon, après, c'est la course, c'est comme ça. Et il faut quand même avouer que l'année d'avant, c'est plutôt Hamilton qui doit quand même le remporter. Euh, mais parce que Hamilton, l'année d'avant, a fait une bêtise en Chine. Et puis Massa, il y a un souci à Singapour. Et puis, il casse le moteur en Hongrie cette année-là. Et c'est plus là qu'il. Ouais, ouais. Je crois qu'il allait gagner, il casse le moteur en Hongrie. Alban va nous préciser ça, mais je pense que je suis Ah, quasiment sûr. oui, en Hongrie, le cas, c'est oui, oui, exact. C'est Comme Charles Leclerc cette année dernier tour et ça, ouais, ça, Paris. c'est Ouais, cool. exactement. C'est ça. Ok, parfait. Donc on était dans un sale état, et toi, pendant ce temps-là, eh ben, tu te faisais des idées, puisqu'il y avait un gros décalage horaire, tu étais en Australie, effectivement. Voilà, donc on a parlé d'Imola, d'un Brésilien, donc, avec Ayrton Senna, Interlagos, le championnat remporté par Hamilton, Alban dit exact, donc c'est bien ça. Et bien maintenant, on va parler de Schumacher. Schumacher qui. Dis-moi un petit peu, avant de parler de Schumacher, qu'est-ce qu'il représente pour toi, qui a vécu comme nous sa carrière quasiment en entier. Enfin, moi, je l'ai vécu en entier. Qu'est-ce que, pour toi, Schumacher, c'est qui? Est-ce que c'est une légende comme Senna? Qu'est-ce qui t'a apporté comme émotion? Je dirais que même pour moi, il est plus haut parce que j'ai découvert la F1 avec Senna et j'ai malheureusement pas eu le temps de beaucoup le connaître. Et après, quand j'avais 9 ans, je regardais un peu le foot. C'était au début où Lyon commençait à pratiquement avoir une équipe respectable et a commencé à faire rêver. Donc je faisais du foot comme tous les garçons. À côté, il y avait la Formule 1 et je pense que Schumacher, c'est celui qui a comblé le vide après la mort de Senna et qui, on va dire, m'a fait pencher plus vers la Formule 1 que le foot. Puis après, le foot, c'est passé en second plan par rapport à la F1. Et après, bon, bah, le Schumacher avec le mythe Ferrari, avec la manière dont il a obtenu ses premières victoires et ses titres, bah, c'était un régal, quoi. Et du coup, bah voilà, c'était l'idole. Donc c'est vrai que quand il a eu son accident, bon bah c'était peut-être moi j'étais très mal à l'aise, quoi. Oui, son accident de ski. Mm. Ouais, effectivement. On est tous attristés par ça, ça c'est sûr. Que ce soit lui ou un autre d'ailleurs. C'est vrai que c'est vraiment dommage, hein, rouler toute sa vie à plus de 300 à l'heure et, euh, et être aujourd'hui dans son état de santé très critique, j'imagine. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça, et c'est le lot de ceux qui vont vite. Et pour le coup, là, il n'allait pas forcément super vite. Voilà. Et toi, tu as voulu t'attarder dans ton livre, et j'ai trouvé ça très sympa, parce qu'on l'oublie souvent, on n'en parle pas beaucoup. D'ailleurs, je trouve qu'on n'en parle pas forcément beaucoup de Schumacher. On parle beaucoup d'anciens pilotes comme Graham Hill, comme, Mm. euh, comme le champion avec Matra, ça y est, son nom m'échappe, qui est encore vivant, Jackie Stewart, merci. Jackie Stewart, Prost, Senna, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure. Plein de champions qu'on a connus. Et Schumacher, on n'en parle pas tant que ça. Parce qu'il avait aussi un petit côté mal aimé, hein, quand même. Il était pas aimé de tous, Bah, quand même. Loin de là. c'est pour ça que j'ai voulu un peu écrire ce livre, c'est que beaucoup de livres que moi j'ai lus sont écrits peut-être par des gens bon, qui ont peut-être 20 ans de plus que moi, donc bah forcément eux, ils ont été peut-être plus sensibles par les exploits bah, des pilotes que tu as cités. Moi, bah, je les ai vus en lisant les livres, mais je les ai pas vécus en direct. Donc ça a été plus difficile. Par exemple, James Hunt, j'ai découvert ce pilote en regardant Rush. Je pense qu'avant, j'avais pas vraiment de connaissances sur ce pilote. Et bah, Schumacher, j'avais envie d'écrire sur lui parce que bah voilà, moi j'ai grandi avec lui, j'ai fait enfin tous les grands prix que j'ai suivis qui m'ont bah, justement qui m'ont fait lever de mon siège, qui m'ont fait casser une télécommande et tout ça, bah c'est lui. Et du coup, ce côté mal aimé me donnait encore plus envie de le défendre et de me faire l'avocat du diable, en essayant de trouver avec plus ou moins de mauvaise foi des arguments pour le défendre, quoi. C'est bien. Tu me J'en parles faut du un peu de mauvaise foi. Si tu me dis le Grand Prix de Monaco 2006, je te dirais que pour moi, il n'a rien fait de mal. Peut-être, sûrement. Non, mais après, c'est ça. Après, Il a fait quelque chose de mal au Grand Prix d'Europe en 97, mais sur Monaco 2006, pour moi, il n'a rien fait de grave, quoi. très bien. C'est un point de vue. Effectivement. Ça, si tu veux nous remémorer ça aussi sur le Ça, groupe, il n'y a pas de souci. c'est une situation
qui fait une simulation au foot pour obtenir le carton rouge de son copain. Exactement. Alors là, pour le coup, on est toujours à Monaco. On n'est pas en 2006, on est en 2012. Il revient après une période d'arrêt. Donc, il revient pour 3 saisons chez Mercedes, donc de 2010 à 2012, avec une situation chez Mercedes qui n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il prépare tout simplement l'avenir de Mercedes. Ça, c'est une certitude. La venue de l'ère hybride. C'est le dernier run de MS, de Michael Schumacher. Il est auteur de la pole position, ce Grand Prix 2012, mais il est pénalisé. Je crois qu'il est pénalisé parce qu'il a fait une bêtise ou un accrochage, je crois, au Grand Prix d'avant. Et du coup, il prend 5 places sur la grille. Voilà, je te laisse parler. Et du coup, il fait la pole position à Monaco. Et ce jour-là, j'aurais pu le voir en tribune. Enfin, j'avais une petite combine pour avoir une place pour voir cette course en tribune. Ouais. Et ma femme avait une invitation pour être témoin de mariage. Donc forcément, ça foutait mal que le copain de la témoin de la mariée soit pas là, quoi. Donc du coup, j'ai décliné l'invitation et j'ai suivi le Grand Prix, enfin la qualif. C'était au début des smartphones avec la télé dessus et une cérémonie de mariage, c'est à 14h au même moment que les qualifs, quoi. Donc, Ça l'a fait bien rire d'ailleurs, on l'entend. Donc, le téléphone bien caché dans le manuel du mariage, le son coupé, bien sûr. Impeccable. Ah, j'y avais pas pensé. Ça, c'est une belle anecdote, ça. Au Et mariage. ça aurait été parfait si, au moment de la pole, c'est le moment où on applaudit, mais en fait, on n'applaudit pas, je crois, dans une église. On peut, si, mais on évite. On évite. Si, on peut le faire maintenant, ça se fait de plus en plus. Mais bon, là, pour le coup, tu ne l'avais pas fait. Non. Pas pour ça. Non, je voulais rester le plus discret possible, parce que j'en étais pas très fier. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Le baron rouge qui prend les commandes des meilleurs temps en pole position, c'est extraordinaire. Je dirais que c'est un peu comme un symbole, quoi, hein, parce que un pilote comme ça. Cette anecdote, je sais pas si je l'ai mis dans le livre, si j'ai pu se parler de la qualif ou pas. Mais pour l'anecdote, le lendemain, j'avais une soi-disant gueule de bois pour pouvoir être tranquille et pas aller au lunch du lendemain, quoi. Je crois pas que tu le dis ça. Je pense pas. Je crois pas. Je sais pas. Je pense pas. Enfin, ça me dit rien. J'ai bien fait comprendre que j'avais une gueule de bois, que je pouvais pas retourner le lendemain pour pas rater la course, quoi. Bon, c'est bien. Et elle est remportée par Marc Webber. De Schumacher à Monaco. Ouais. T'es déjà allé voir le Grand Prix Monaco? Oui. Ouais. En quelle année? Ça c'était en 2006, je crois, avec la fameuse polémique au niveau de la pole. Et j'avais vu aussi en 2001 et en 2003. Et en 2016 aussi. Ah oui, bien. Plusieurs fois. C'est pas mal. Ouais. C'est pas un Grand Prix comme les autres. Non. J'ai vu les premiers Grands Prix. Je l'explique un peu dans le livre parce que je fais un gros passage sur les commissaires de piste. Donc les premières fois que j'ai vu Monaco, c'était grâce au commissaire de piste qui m'a trouvé des invites. Et puis en 2016, c'est ma femme qui m'avait offert les places justement pour se faire pardonner de 2012. Et on avait assisté au Grand Prix. Là, on était carrément au top. On était dans le virage du casino. Donc, où ils font un gauche-droite et en fait, on les voit de super près dans un passage qui n'est pas facile puisqu'on avait vu Verstappen taper le rail à cet endroit-là. Ouais, effectivement. Et on avait vu le Grand Prix sous la pluie. Et même si c'est jamais très agréable de passer 1h30 sous la pluie, voir un Grand Prix sous la pluie et Monaco notamment, c'est quand même quelque chose, quoi. Oui, puis quand il pleut à Monaco, dans le sud de la France, il pleut. C'est pas un crachin breton. C'est ça. Ça mouille. Voilà. Les épisodes Sevenol, on appelle ça. Ça fait exactement la même chose. Effectivement, donc voilà, donc tu nous as relaté ça c'était vraiment super sympa. J'ai vraiment pris du plaisir à me remémorer cette pole position. On pourrait la poster, tiens, dans l'hiver, la dernière pole position de Monaco, à Monaco de Michael Schumacher. Voilà, le baron
rouge, l'Allemand à qui on pense. Et voilà, on lui souhaite évidemment Sans cette de, de, bêtise, co- de profiter. Ouais, pardon. de Sénat. Comment? Sans cette pénalité, il aurait sans doute gagné, parce qu'on sait que Monaco, Ah oui, difficile de doubler, il aurait pu égaler. c'est ça. C'est un petit peu comme s'il y avait une malédiction pour laisser Sénat recordman de victoire à Monaco. Ouais, il y a un truc qui plane. C'est combien de victoires de Senna à Monaco? Je l'ai pas en tête, hein, pardonnez-moi. 6 et 6. Schumacher 5. Comment? Ah, j'entends 6 pas. et Schumacher 5. D'accord, c'est pas mal. Bon, waouh, ça laisse pantois. Mhm. Alors ensuite, tu as voulu, je te laisserai parler un petit peu aussi des autres chapitres après, si tu veux. Mais il y en a un qui me tient particulièrement à cœur. Beaucoup de médias font des émissions de radio, notamment sur ça, où parfois on entend quelques sujets à ce propos. C'est la passion qui se transmet de père en fils. Et ça, c'est important parce que ce soit dans le football, le basket, le tennis, le ping-pong, je ne sais quoi, on transmet souvent dans la famille, forcément, parce qu'on regarde des choses à la télé, on est supporter d'une équipe, et puis bah, nos enfants, ils rôdent autour de nous. Parfois, ils s'assoient, ils font même autre chose, mais inconsciemment, ils entendent ce qui se passe à la télé. Donc voilà, donc évidemment, mes filles ont forcément vu un peu de F1, elles ont vu forcément un petit peu de rectangle vert. Voilà, et inconsciemment, parfois, on passe un peu cette passion pour le sport auto, entre autres, ou pour quelques envies. Et toi, chez toi, tu es bien loti, visiblement. Ouais. Bah déjà, on bosse tous les deux dans le milieu automobile. Ensuite, les Grands Prix, c'est l'après-midi. Donc forcément, c'est plus facile à regarder. Ils sont à côté, ils se posent à côté de nous sur le canapé. Donc c'est plus facile à regarder qu'un match de foot à 21h le dimanche soir. Effectivement. Puis voilà, après, je les force pas. Mais c'est vrai que derrière, il peut prendre ses voitures, refaire la course 5 minutes après. Donc moi, c'est ce que je faisais quand j'étais gamin. J'avais des grosses Burago ou un 24e. Je regardais le départ. Au bout d'un moment, je décrochais un peu. Je prenais les cartes de tarot et je faisais mes circuits, mes courses, etc. Et eux, bon, ils font pas avec les cartes de tarot, mais ils font leurs courses aussi sur leur lit. Ils font des plis dans les draps et ils refont leurs courses avec les Formule 1. Donc c'est D'accord. marrant à suivre parce que Ah ouais, je me revois un peu pareil au même âge. exactement. Et c'est ça qui est fou, et on n'est pas en train de faire quelque chose de fleur bleue, hein, mais c'est totalement ça. Je faisais exactement la même chose. Et je me souviens même, c'était compliqué pour faire les vibreurs de Spa, parce que à l'époque, ils n'étaient pas de la couleur d'aujourd'hui. Ou la voiture de bout de je me souviens, j'avais essayé de la faire avec les couleurs aux couleurs de la Belgique ou des choses comme ça, et c'est pas forcément facile. T'as pas toujours Ouais. les bons Lego pour faire la couleur de la voiture que tu as envie, toi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu Ouais. cherches un moment et t'arrives pas, tu n'en as pas assez et tu es obligé d'en acheter. Voilà. Bah là, j'ai le plus petit des deux de mes garçons qui s'est pris de passion cette année depuis qu'on est allé à Barcelone pour la voiture rose, donc Pérez. Mhm. Et il veut avoir la Pérez en jouet, mais bon, c'est une force, c'est une Racing Point, donc on trouve pas ça au rayon de Auchan, on trouve ça dans les trucs de miniature, mais Ouais. tout de suite plus cher. Et on peut pas lui mettre ça dans les mains. Par contre, il a Hamilton, il a les Red Bull, les Ferrari, et il veut Pérez. Et voir dimanche dernier, là, on est allé le réveiller parce qu'il s'était endormi pour lui dire que Pérez venait de gagner, voir ses yeux qui brillaient. Ouais. C'était exceptionnel. Ouais. Pérez Bon, à qui gagne côté, il y a- le Grand Prix de Bahreïn, le deuxième. et le plus grand était dégoûté parce que lui, il voulait que ce soit Russell et c'était mal passé pour lui, donc il fallait en consoler un et l'autre était tout heureux. Donc Mm. Donc, ça passe comme ça, du coup, c'est marrant. du coup, on peut dire que tu lui as filé le virus, mais un Voilà. bon virus. Mm. Ouais. Maman Ouais, aussi, d'ailleurs. c'était pas mauvais. Ouais. Ouais. Et tu me disais en off qu'il connaissait tout. Ah bah ils connaissent les pilotes. Quand ils jouent, qu'ils refont les courses, t'entends le nom Latifi alors que tu dois plus l'entendre dans la chambre de mes garçons que quand tu regardes Canal. Effectivement. Effectivement. C'est bien, c'est bien. Il te pose des questions sur la stratégie? Un petit peu. Il te pose déjà des questions sur la stratégie, sur les aérostands, qui sont aujourd'hui quelque chose d'important dans la course F1. Le premier qui s'arrête, généralement, ils me disent ah, il va perdre la course. Ils n'ont pas encore assimilé le fait que l'arrêt est obligatoire. Mm, Bon, après, ils connaissent pas, non. mm. Sur le reste, ils ne me posent pas trop de questions. Bon, ça viendra plus tard.
Non, par contre, ils me posent des questions sur Schumacher parce qu'ils comprennent pas, parce qu'on a forcément suivi la F2 et ils ont encore du mal à assimiler que moi j'ai aimé le père et que là il y a le fils qui arrive, quoi. Il y a le fils qui arrive chez As, ouais. C'est ça qui est. Mais c'est marrant parce qu'ils posent quand même des questions sur, pareil, les voitures qu'ils voient dans ma vitrine. Ils voient un peu l'évolution de la déco et ils me demandent, ah bah tiens, lui, tu l'as beaucoup de fois dans ta vitrine, le casque jaune, c'était qui? Et voilà. Et oui. Bon, c'est chouette. En tout cas, tu as de la chance, hein. La relève est assurée, c'est pas mal. On fait tous plus ou moins ça, mais quand on a des garçons, c'est un petit peu plus facile. Voilà, les filles, c'est un petit peu différent parfois. Quoique maintenant, il y a beaucoup de jeunes femmes ou de femmes tout court, hein, qui suivent beaucoup la F1. Et on a eu un très très beau post d'ailleurs aujourd'hui d'une certaine Aide-moi, Willy. Ah, c'était une Je, question. je l'ai plus en tête. Ah là, il devrait y en Ah, je sais avoir, plus. hein, il y a... Comment? Il est en re- train- Non, 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 on va pas rechercher à chaque fois, non. Non, non, mais on a entre Adeline Prudent et Dorian Pain, après, en féminine, on est très bien, hein. Après, Oui. Non, mais je parlais de l'article. Je parlais de l'article qui a été posté aujourd'hui sur notre groupe. Et une jeune fille qui doit avoir, je sais pas, moi, une vingtaine d'années, hein, qui a oui, très très bien excuse-moi. écrit sur Tsunoda. Ça. Oui, excuse-moi, oui, Ah, oui. oui, Non, il n'y a pas de Oui, mal. alors, c'est dans le- oui, Exact. Voilà. justement, donc j'étais en train de reparler avec elle. Donc d'ailleurs, si jamais tu regardes donc Hermine, qui a fait un Hermine, très merci. très 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 belle publication. Et donc effectivement, bah si on a l'occasion d'avoir de nouvelles publications de ta part, Hermine, fonce. Y a pas de souci, Y- c'était superbe. Ouais. Voilà. Bah, elle t'a imité un peu, Julien. Tu postes souvent ce que tu penses des Grands Prix. Je te remercie, c'est très sympa à lire et c'est très fluide. On attend toujours ton post avec impatience le dimanche ou le lundi. Et c'est toujours sympa. Malheureusement, voilà, les gens lisent peu. Ils préfèrent les vidéos. Mais en tout Mhm. cas, je vous invite à le lire. Ça fait voilà 20 lignes, hein. C'est pas, ça prend pas 2 heures à le lire. Et souvent, c'est assez bien résumé. Ce que nous, après, on retient pour les lives du dimanche soir qu'anime Willy. Voilà. Très bien. Donc, on a pas mal parlé de ton livre. Je vais te laisser conclure sur ton livre avant de parler un petit peu de F1 tout court, de cette saison 2020, où j'ai 5-6 questions à te poser. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu retiens de cette belle aventure par rapport à ce livre? Est-ce qu'il y a d'autres projets? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire? Pour l'instant, d'autres projets, non. Euh, Après, sur le livre, ce qui a été intéressant en l'écrivant, parce qu'au début, c'était Formule 1. Après, fallait placer le Grand Prix dans le contexte. Et en fait, c'est à force d'écrire les articles, je me suis rendu compte aussi de ce qui était intéressant de souligner. Et c'est pour ça que c'est un livre qui peut s'adresser à des gens qui sont pas forcément passionnés de Formule 1. J'ai beaucoup de collègues qui me l'ont acheté, qui regardent pas forcément les Grands Prix et qui l'ont lu et qui ça leur a plu, parce que ça raconte un peu l'évolution aussi de nos 30 dernières années. Avant, la télé était toute petite dans le salon, il fallait se lever pour changer de chaîne, et puis maintenant, on peut regarder depuis l'église ou depuis ses toilettes un grand téléphone. On peut suivre un Grand Prix en même temps qu'on peut suivre les 24 heures du Mans, chose qui était impossible il y a 30 ans. Euh, Quel on voit vécu. aussi l'évolution le côté que je trouve dommage aujourd'hui, c'est qu'on apprend que, par exemple, Tsunoda va être en Formule 1, mais en fait, ça fait 15 jours qu'on entend les rumeurs. Donc, quand l'info officielle tombe, on n'est pas surpris, alors que, il y a 30 ans en arrière, on prenait Auto Hebdo début mars, on regardait les couvertures, on fait waouh, Senna, il est sur Williams. Et ça, c'était génial, c'était une surprise. C'est vrai. Surprise le début mars de voir les changements, les nouvelles décos, alors que là, même presque avant que la déco officielle soit présentée, on a vu tellement de dessins passer que. Et en fait, dedans, dans le livre, il y a, en plus de la Formule 1, il y a toute cette évolution de la communication, des médias, de notre manière de consommer. C'était un peu accidentellement que ça s'est retrouvé dans le livre, mais c'était important de placer chaque Grand Prix dans son contexte et du coup de le mettre pour valoriser un peu ce que j'explique sur chaque course qui m'ont marqué.
Exactement. Et ça, c'est quelque chose. Je dirais que c'est ta marque de fabrique dans le livre. Remettre le Grand Prix, pardon, ou le moment de l'histoire de la F1. Ouais, il y en a beaucoup, hein, je rappelle qu'il y en a 25 à peu près. Oui, c'est 25 même, hein, je dis toujours, mais c'est pas à peu Il y a, près, c'est 25. il y a des chapitres qu'en blog Ouais, plus courses en même temps. ouais, tout à fait. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Et ce que tu as réussi à faire, c'est ça, c'est remettre les choses dans son contexte. Évidemment, je te laisse parler de ton livre. Et effectivement, il y a ce fameux magazine qu'on va chercher et qu'on feuillette avec envie, qu'on a été chercher en même temps qu'aller chercher le pain ou Ouais. après la messe, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Et c'est ça qui est formidable. L'odeur du papier. Aujourd'hui, on ouvre Twitter et on a l'info. Et comme on a eu l'info du retour de Porsche aux 24 heures du Mans via le LMDH. C'est tombé hier soir à minuit pile. Et on savait déjà que ça allait plus ou moins tomber aujourd'hui, enfin cette nuit, la nuit dernière. Voilà, comme tu dis, j'ai pas eu plaisir finalement de me lever ce matin, comme tu dis, comme le titre de ton livre, de me lever et d'avoir l'information. Non, on savait qu'on allait avoir l'information, donc on l'attendait. Alors que finalement, c'était pas vraiment une surprise quelque part. Et puis Voilà. il y a aussi, ça c'est des retours de lecteurs, de gens qui l'ont lu et qui m'ont dit, parce que ça je m'en suis pas rendu compte, qui ont trouvé sympa, c'est l'évolution du point de vue entre quand on a 15 ans et, comme je disais, parti pris, mauvaise foi, et puis à 30 ans où on est beaucoup plus modéré, beaucoup plus, on va dire, On prend du recul. on prend du recul. La domination d'Hamilton me gêne moins, moi, aujourd'hui, quand je regarde que j'ai 30 ans, que si je l'avais vécu, si j'avais 15 ans et que j'aurais vu que c'était tout le temps le même qui gagnait, peut-être que ça m'aurait fait décrocher parce que Bah, c'était là qu'ils ont trouvé intéressant, c'est ce point de vue qui évolue avec le temps, avec les enfants. bien sûr. Les jeunes d'aujourd'hui, Hamilton qui gagne tout le temps, alors il gagne pas tout le temps non plus, il en laisse un peu quand même de temps en temps, mais les jeunes d'aujourd'hui qui zappent un peu, hein, la génération Y ou la génération W qui arrive, voilà, ça zappe, hein, et si c'est toujours le même qu'on voit en haut de la piche, au bout d'un moment, voilà, il zappe, et nous on est tenté de faire pareil, finalement on le fait pas. On regarde les grands prix quand même. Mm. Voilà. Alors qu'à l'époque c'était un événement. Ouais. C'est un événement. Dans 2 heures, c'est le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. On avait des speakerines à la télé qui disaient ça. Ou dans le journal de 13 heures, déjà, ils commençaient à. Voilà. Qui nous mettait un peu la chauffe, je dirais, pour nous dire, bah, pendant le repas, on n'attendait qu'une chose, c'est que allez vite, que l'heure passe pour aller regarder le Grand Prix qui démarque. Tout à fait. Tout à fait. Et comme tu le soulignes pour Ratzenberger, d'ailleurs, dans l'épisode Imola, donc le Grand Prix de 94, à l'époque, on voyait pas les essais libres, on voyait pas les qualifs, on voyait pas donc les qualifs, donc les pôles. On n'avait pas tout ça. Il n'y avait pas F1, enfin, il y avait un petit peu F1 la une avant, comme Canal+ le fait aujourd'hui. Mais c'est tout. Il y avait que ça. Et on voyait pas, voilà, on voyait rien d'autre. Et c'était le GP. On voyait que le GP et un petit peu quand même avant. Il y avait quand même une présentation du Grand Prix dans les stands avec Pierre Van Vliet que je salue. Euh, Envoie-lui son livre, tiens. Et un petit clin d'œil à Pierre. Il Et en puis Jean-Louis Moncé et j'en passe. Oui, Je disais, j'y manquerai pas parce qu'il ouais. il est souvent mentionné dans le livre. D'accord. Effectivement, effectivement. Bah oui, sa voix, c'est la voix qu'on avait dans nos oreilles, hein. Avec Jean-Louis Moncé, Jacques Lafitte aussi, on a commenté pas mal. J'en oublie. C'est Voilà, ça que ils ne me reviennent pas tous. m'a motivé, c'est de Il y me a, il y a souvenir Denis de Brognard aussi. Denis Brognard plus tard, oui, tout à Ouais. fait. ça. Ça m'a moins Tout à fait. marqué parce qu'il n'y a pas eu de. Ouais, ça m'a moins marqué, Denis Brognard. Oui, complètement. Mais c'est Ouais, vrai c'est qu'il parce l'a que, fait. c'est parce que je suis plus Karim jeune. m'a plus Eh marqué. oui, mais C'est- Willy, tu peux allumer ton micro. Ouais. Willy, tu m'as fait remarquer tout à l'heure, tu n'avais pas 25 ans, tu as 24 ans. Et ouais. Voilà. Et je te laisse la parole. Tu peux prendre la parole là-dessus. C'est vrai que tu as quand même 18 ans d'écart avec moi, un peu plus. Et bah oui, t'as pas vécu la même chose. Ton premier Grand Prix, Willy, Oula. tu l'as vu quand? Alors, déjà, moi, celui qui m'avait le plus marqué, c'était Indianapolis 2006, si j'ai pas de conneries. 5? 5? 5. Ouais, Bah, le 5, on l'a vu, ils avaient mis le JT du coup à la place. ouais. 2005. Avec les fameuses 6 voitures seulement sur la piste. Ouais. Alors ça c'est un des GP qui m'avait marqué sur le moment quand j'étais vraiment petit. Alors après j'ai pas le souvenir des autres, mais je sais que je regardais déjà à ce moment-là. Mm.
Et toi, tu vois, nous on parle de Moncey, de Van Vliet, et toi, inconsciemment, tu nous dis Denis Brunner. Voilà. En fait, Ouais, bah, elle est plus jeune. tu l'avais pas rendu compte, c'est sorti quand même. Non, c'était plus jeune que nous. Voilà. Ouais. Je préférais quand même les autres. Mais bon, ça c'est autre chose. Oui, non, mais c'est sûr, c'est Et sûr. voilà. Mais Voilà. bon, Mais c'est voilà. c'est comme ça. On l'a subi. Heureusement, c'est une personne, Désolé. Denis Brognard, c'est quand même une personne appréciable à écouter. Je C'est sûr que plaisante. c'était pas Je son plaisante. univers de base, ce qui faisait un peu bizarre. Voilà. Mm. Après, il était quand même très très sympa, ce qui fait que ça Oui, passe. oui, Et voilà. exactement. Alors venons-en, oui, justement, puisque tu nous parles de ça, toi qui gères le groupe F1 Racing Live, Yes. donc avec l'aide de Pierre de temps en temps, euh, que tires-tu, Julien, comme bilan de cette année 2020? Est-ce que tu t'es éclaté? Est-ce que tu as ressenti de l'émotion, comme tu peux nous le donner, comme tu as pu nous faire ressentir certaines émotions que tu as eues dans ton livre par rapport à des vieux Grands Prix ou des Grands Prix relativement récents, comme 2012 par exemple, avec Monaco et la pole de Schumacher. Mais qu'est-ce que tu retiens de cette année 2020? Est-ce que c'est une bonne saison pour toi, une mauvaise saison? Est-ce que tu as envie de passer à autre chose? Dis-nous un petit peu. Non, j'ai envie de la garder quand même. C'était une saison particulière qui a très mal commencé. Euh, on attendait tous que ça démarre. Il y avait cette polémique autour du moteur de Ferrari. Est-ce qu'ils allaient être bons? Est-ce qu'ils allaient être mauvais? Est-ce que ça allait être enfin l'année où allait être battu? Puis paf, on arrive en Australie. La veille, Macron, il nous confine à la maison. Déjà, nous, en France, on est dégoûtés, mais on se rend compte que c'est dans le monde entier. Après, il y a 3 ou 4 mois d'attente à se dire est-ce qu'il va avoir lieu, est-ce qu'il va avoir pas lieu. Et après, on arrive à un premier Grand Prix où il s'est quand même passé quelques trucs pas mal avec retour de McLaren sur le podium. C'est pas mon équipe préférée, McLaren, mais ça fait plaisir de les revoir sur le podium. Ça fait plaisir de les revoir après, en plus confirmés sur les courses suivantes. Ferrari, bon, bah, c'est mon équipe préférée, mais les voir galérer, ça fait jamais plaisir. Mais malgré tout, il y a quand même des petites histoires autour de ça qui, qui restent plaisantes. La manière dont ils ont dit au revoir à Vettel, ça restait quand même sympa. Ouais. Et puis bon, il y a eu le Grand Prix d'Angleterre où Hamilton finit sur 3 roues. Donc, même si Oui, toute la course a été chiante, ce passage-là a été exceptionnel. Puis se dire qu'il a réussi à finir sur 3 roues la course, c'était quand même exceptionnel, quoi. ouais. Moi, je préfère Hamilton à Verstappen, donc forcément, ça m'a quand même un peu crispé de me dire, ah non, il va quand même pas se faire gratter dans le dernier virage. Voilà, et puis bon, rentrée des classes, Marseillaise qui résonne à Ouais, Monza, ouais. c'est Pas ça, mal. on s'y attendait pas. Non. Ça, c'était quand même exceptionnel, hein. Moi, je pense qu'il y a un moment, c'était tellement stressant en plus que quand ça s'était passé, bon, je crois que j'ai versé un petit peu de la Ah, on a petite les yeux larme. rouges, ouais, bien sûr, Voilà, bien sûr, les yeux rouges. bien sûr. Et puis bah, à côté, puis mon fils qui était à côté, puis, bah, Qui voit un forcément, Français gagner, voilà, un Français a gagné, lui, il n'aura pas attendu, 24 ans. aussi longtemps que moi pour en voir un. Et puis, parce que les victoires de Prost ou celles de Panis, je m'en souviens pas très bien, quoi. Bah, Panis, on l'a regardé pendant le Covid avec Willy et tous les amis. Là, on l'avait passé ça en séance vidéo. Exact. Voilà. Et, Et euh, c'était sympa de le revoir. et c'était justement, qui c'est que c'était dans les stands encore? Pour présenter Euh, certains aspects? Van Vliet, je sais pas. Ouais, c'est Exactement. Van Vliet. Van Ouais, Vliet, ouais, il bien était sûr. partout. Pierre Van Il Vliet. était partout. Ouais, Ouais. Ah, c'était Ouais. vraiment chouette. Bon, Olivier Panis va être un peu tranquille. voilà. Il y a un petit poids qui s'enlève par rapport à toutes les interviews qu'il donne et quand il en donne. Donc voilà, c'est pas le dernier. Du coup, maintenant, c'est Non, Pierre Gasly. c'est Ouais. fort, moi, pour moi, que Gasly gagne, parce que dans les 3 Français qu'on avait en F1, j'avais longtemps cru en Grosjean, quand il était chez Lotus. Après, bah, si on évaluait sur le papier, on m'aurait demandé au début de l'année qui ce sera le prochain. C'est sûr que Gasly était sur la Red Bull, j'aurais dit que c'était Gasly. Après, il se fait rétrograder, donc j'avais plutôt l'impression que lui, sa carrière, elle était plus proche de la fin que prévu. Et je croyais beaucoup en Ocon et de me dire, bah là, tiens, paf, Gasly qui ressort, qui se replace, bah ouais, ça fait plaisir parce que du coup, je me dis, on a au moins 2 bons Français en Formule 1, quoi. Donc, si derrière on arrive à leur donner les bonnes voitures, on peut en revivre. On peut en revivre. Oh, bah, ils ont le niveau, il n'y a pas de Cette raison. saison, ce qui m'a plu aussi, c'est revoir les circuits
de Imola, découvrir Portimao, revoir le Nürburgring. En plus, je sais pas si c'était fait exprès, mais voir Mugello aussi. Hamilton égaler Schumacher au Nürburgring. Le Nürburgring, c'est à côté de Cologne, c'est la ville natale de Schumacher, donc je trouvais que c'était Très l'endroit beau. idéal pour le faire et Mm. vite qui lui remet le casque, c'était voilà. Donc c'est Rendez-vous de l'histoire, un rendez-vous d'histoire. Un petit bout d'histoire. ouais, Ouais, c'est des bonnes images que je retiens de 2020. ouais, c'est chouette, tu as raison. On va parler un petit peu plus technique avant que. Parce que parfois ça coupe, je t'entends pas bien. C'est pour ça. Je pense que j'ai l'impression que tu as fini. En fait, t'as pas fini. Je fais pas exprès. Ouais. Bah là, j'ai fini. Ouais, ok. Voilà, pardonne-moi, il y a un tout petit décalage. C'est pour ça que je te coupe la parole sans le faire exprès. Un petit mot sur les stratégies ou sur les pneumatiques, ça nous tient à cœur. On aime bien, nous, un petit peu la technique, l'aéro, les moteurs et tout ça. Euh, T'es pour un retour de plusieurs manufacturiers? Tu serais pour un retour de plusieurs fabricants de pneumatiques en F1? Ou tu trouves que cette année, finalement, la tenue des pneus Pirelli, bah, ça te convient, tu trouves ça bien? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Demande mon avis sur Pirelli, je serais pas très positif parce que je trouve que c'est Mais on dit ce qu'on veut chez nous, vas-y. une course, ça tient comme dimanche, on va dire, ils auraient presque pu faire la course avec. Une autre course, faut qu'ils fassent 3 arrêts, ça tient pas. Non, moi, sur les batailles de manufacturiers, j'avais pas trouvé que c'était très excitant la saison 2005 où, on va dire, Ferrari s'est cassé la gueule parce que le Michelin fonctionnait trop bien par rapport à Ferrari. J'avais pas trouvé, je trouvais que ça faussait un peu le reste, les performances des voitures. Moi, s'il y a un retour en arrière, ce serait les ravitaillements en essence. D'accord. Parce que je trouve que voir les voitures rouler à poids différents, ça fait des vitesses différentes. Et puis, bah, c'est un des chapitres hein, où Schumacher a gagné beaucoup de courses dans les stands. Mais c'était exceptionnel de le voir partir troisième, se retrouver premier avec une piste libre, enchaîner 5 tours de qualif et après il rentrait au stand, il ressortait devant, il re-enchaînait 20 tours de qualif pour refaire un arrêt de plus. Et en fait, là, on voyait les pilotes à l'attaque. C'est ça. Là, on a plus l'impression de voir les pilotes. Bon, bah, ça y est, j'ai fait le plus dur. J'ai pris la tête au départ. Je Maintenant, il faut gère. que je mette les pneus. Faut pas trop que je tape dans le moteur parce que j'en ai encore besoin pour 3 courses. Ouais. Et bah, pareil, le moteur, si tu me demandes mon avis, ça serait d'avoir un moteur pour, même si tu peux le changer entre la qualif et la course, moi, j'y verrais pas de problème. C'est Jackie Eclart qu'on avait reçu sur notre groupe au début quand on a commencé les lives, tout simplement. Ça va être le troisième invité. Il nous avait expliqué qu'à l'époque, donc il était chez Honda, si je ne me plante pas, il cramait 120 moteurs par an. À l'époque, les pilotes roulaient entre les grands prix, ils roulaient tout le temps. 120 moteurs par an. Mais après, un moteur, il coûtait sûrement pas le prix du moteur d'aujourd'hui. On est bien d'accord. Mais quand même, quand Hmm. même, quand même. En fait, c'est pas tant le nombre finalement. Malgré cela, c'est l'esprit dans lequel était la F1. Évidemment, elle a évolué. Il y a les coûts aujourd'hui les coûts qui sont un petit peu au cœur des débats et d'autres choses. Et je vais te demander ton avis là-dessus. Donc voilà, il y a quand même pas les mêmes finances. Et comme tu dis, oui, le moteur hybride est le plus complexe de l'histoire de la F1. Et évidemment, ça peut être tout pareil qu'un V10 ou qu'un V12 ou qu'un V8. Voilà. Un petit mot sur les Français, Julien. Gasly, tu en as parlé à la limite. Romain, tu peux dire un petit mot, il n'y a pas de souci. Et puis j'aimerais que tu me parles d'Ocon. Voilà, si tu Bah, veux. Romain, c'est un pilote qui me tient à cœur parce que j'ai toujours bien aimé ce pilote. Quand il est arrivé en Formule 1, il venait de mettre fin à une longue période où on n'avait pas eu de pilote de Formule 1 depuis Panis. On avait eu Montagny qui avait fait une pige, mais il était dans la plus mauvaise écurie, donc il pouvait rien faire. Après, on a eu Bourdet, bon, bah, ça s'était mal passé, donc il n'est pas resté longtemps. Là, on avait Grosjean qui arrivait avec le soutien de Renault, donc l'histoire, elle pouvait être belle. Après, il est arrivé chez Lotus, il a quand même pas été ridicule face à un champion du monde. Info. Et du coup, bah ouais, il a fait rêver. Après, pour la petite anecdote, quand je me suis mis en couple avec ma femme, au début, elle me parlait de mariage, machin, et donc je lui disais, bah, je te demanderais quand Schumacher en gagnerait une. Bon, il n'en a pas gagné sur son retour de Formule 1. Et après, bah, quand il a pris la retraite, elle me dit, bon, bah, maintenant c'est qui? Je lui fais, bah, quand ça sera Grosjean. Bon, Ah merde. après, elle m'a fait de,
J'ai pas été loin d'aller dire bon, bah allez, faut demander là. Il va falloir demander, c'est plutôt que prévu. Ah, effectivement, Non, compliqué. autrement, on a Ouais. la demande en mariage, mais Mm. rien à voir avec la Formule 1. Mais Ouais. ouais, du coup, il y a eu cette petite histoire avec Grosjean, ma femme et tout. Et du coup, quand il y a eu l'accident il y a 15 jours et que pendant quelques secondes, on a cru qu'il était mort, qu'il allait rester, En effet. on s'est regardé en se disant ah merde, ça nous a fait quelque chose à tous les deux quand même. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc il se remet bien de ses blessures et merci pour l'anecdote en tout cas. Voilà. La F1 rentre dans les considérations de demande en mariage, c'est quand même pas mal. Pas mal comme D'ailleurs, anecdote. peut-être un tout petit mot pour ceux qui l'ont peut-être pas vu pour ce qui concerne Romain, pour sa main gauche, c'est le ligament du pouce qui est touché. Voilà. On avait relayé Exactement. ça hier soir. Ouais, exact. Exact. Il se remet de ce crash qui restera dans l'histoire. Ocon, qui a fait une saison difficile au début, il s'est repris sur la fin avec une Renault, une RS20 qui commence à avoir voilà, de bonnes performances Meilleur selon les circuits. Hein. dans l'année quoi. Mais c'est bien, il finit l'année en beauté avec une belle deuxième position à, à Bahreïn, donc lors du deuxième Grand Prix. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, son entente avec Alonso, je pense que, en une phrase, je pense qu'il n'a pas le choix. Il doit s'entendre avec Alonso s'il veut progresser et faire progresser l'équipe. Comment tu vois un petit peu la cohabitation entre Fernando Alonso, notre double champion du monde, donc 2005-2006, qui revient aux côtés d'Esteban, hein, jeune français. Comment tu vois les choses? Je pense que ça va bien se passer parce que je sais pas si Alonso il revient dans l'état d'esprit de redevenir champion du monde. Je sais pas si autant quand il est arrivé chez McLaren avec Honda, il avait cet état d'esprit-là. Je sais pas si maintenant il se dit que sa chance elle est passée et que il va pouvoir aider Ocon à progresser. Après, moi, Ocon, c'est peut-être parmi les trois pilotes qu'on avait cette année en F1, celui sur le papier qui est le plus fort pour moi, à mes yeux. Après, je peux me tromper, mais C'est pas faux. je pense que même s'il a eu une saison un peu discrète, ça peut être quand même une surprise sur les années à venir parce que on a vu qu'il était mieux et qu'en Formule 1, il faut quand même pas être trop gentil pour y arriver. Ça, Euh, il sait faire. voilà. Il a jamais eu des coéquipiers nuls. Il a quand même eu Pérez. Là, cette année, il a eu Ricardo. Ouais. C'est quand Et puis, même des pilotes qui sont des références qui sont quand même pas considérées comme les plus mauvais. Donc, il s'est toujours bien débrouillé face à eux. bien sûr. Donc, non, j'ai confiance. Après, bon, c'est sûr que ce sera pas une partie de plaisir face à Alonso. C'est s'il se prend comme Van Dorn à l'époque, chaque qualif, il se retrouve derrière, ça va être dur. Mais après, je pense que il en a suffisamment pris déjà plein la tronche depuis ses débuts pour être assez fort mentalement Ouais. pour tenir le coup. Oui, puis il s'est pas effondré cette année. On a Après, eu peur derrière, pendant un moment. Et le après, soutien. finalement, Renault a confiance en lui et le soutien, donc je me dis que c'est ouais. qu'il y a Prost dans l'équipe. Ouais, effectivement. Mais ça peut être un beau tandem, Alonso Ocon. Et comme je l'ai dit sur le groupe, donc notre groupe là, F1 Racing Live, moi je suis confiant par rapport à l'entente entre Ocon et Alonso. Je parle en termes de cohabitation. Je pense que la Renault sera quand même plus préparée côté Alonso et Nando plutôt que comme le fait très bien Red Bull d'ailleurs avec Verstappen. Mais je pense qu'Ocon a tout à y gagner. Quand on a quelqu'un de 40 ans qui a tout gagné, même Le Mans, qui a encore une très très belle pointe de vitesse, et il l'aura, Alonso, c'est certitude. Je pense que c'est bien pour Renault pour continuer à progresser. Ils ne sont pas encore à gagner des courses, hein, loin de là. Mais voilà, il y a quand même des podiums en vue possibles avec 23 courses l'année prochaine. Voilà, donc il y a quand même moyen de faire 2, 3, 4 podiums dans l'année, sûrement. Et de Moi, progresser encore. je m'enflamme peut-être un peu parce que forcément il y a le côté chauvin derrière, mais je verrais bien ça comme s'il y a une comparaison à faire comme Rosberg avec Schumacher. Je pense qu'en 2010, quand Rosberg s'est retrouvé chez Mercedes avec Schumacher à côté qui faisait son retour, je pense qu'on a tous pensé que Rosberg il se ferait battre à plat de couture. Je pense qu'en 2010, il n'y a personne qui aurait misé sur Rosberg qui devienne un jour champion du monde. 2016, oui. Mm.
Mais est-ce qu'en 2010, tu aurais pensé que Rosberg devienne un jour champion du monde? Non, Je me dis que ça peut être quelque chose qui peut être constructif, mais il faudra qu'il se montre patient. tout à fait, exactement. Non, ouais, non, Renault est sur la bonne voie. Voilà, je pense que c'est bien et quelque part, il était temps parce que euh, le manager a été très critiqué, Cyril Abitboul, pour pas le nommer, et l'organisation de Renault aussi. Voilà, enfin, on va pas faire un live sur Renault maintenant, mais on va pas. On va pas non plus trop s'étendre, mais en tout cas, ouais, je partage assez ton avis en tout cas. Cette question-là, je te la poserai pour la fin. Je l'ai mis au début, mais je l'aurais pas dû. L'après Hamilton, tu le vois comment? Selon toi, est-ce que la, la guerre, entre guillemets, la lutte, allez, pour le titre Verstappen-Leclerc va avoir lieu? Ou tu penses que d'autres vont montrer leur bout de leur nez, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y en aura d'autres aussi. L'idéal, enfin, si ce qu'ils nous promettent se vérifie, ça serait d'avoir à partir de 2022 Mercedes, Ferrari, McLaren, Renault et enfin Alpine. Et pourquoi Bien sûr. pas Aston Martin avec Stroll. Et du coup, revivre des saisons. Je ne sais pas si toi, Jean-François, tu regardais déjà la F1 à cette époque-là, mais les années 80, moi j'ai vu dans les livres, mais où Je- tu avais une saison où le champion du monde il a gagné que 2 ou 3 courses, mais C'est vrai, c'est vrai. toutes les courses, le moindre abandon, le moindre truc, c'était le championnat qui pouvait s'écrouler, puis qui se relançait le Grand Prix d'après, et Exactement. vivre des championnats, enfin vivre des championnats comme ça, parce que Tout à fait. moi, ce que j'ai connu, c'était toujours 2 pilotes, 2 écuries, des fois 3, mais jamais des trucs comme dans les années 80 où tout le monde pouvait presque être champion du monde. Tout à fait. Alors, je pars sous votre couvert, hein. N'hésitez pas à vérifier. Si tu peux vérifier, oui, là, c'est purement de mémoire. Donc, pardonnez-moi si je me trompe, mais il me semble que le père de Nico Rosberg, justement, est champion du monde avec une victoire Ah, ou je deux. crois que c'est ça, ouais. Je crois que c'est une. Je crois que c'est une. Allez, je mets ma main coupée sur une. Allez. La main gauche, je suis droitier. Je Mais, crois que c'est ça. Ah, t'auras pas le choix de GFA. la main gauche. Il Je allait crois que c'est ça. Je crois que c'est français. ça. À vérifier. Il va vérifier vite. Voilà. Donc, ok. Tu penses que toi, 23 Grands Prix, c'est une bonne idée pour l'avenir, pour l'année prochaine? Non, je pense que c'est trop, hein. C'est trop condensé. Ça fait pas, bah, comme on disait au début du live, l'événement du Grand Prix. Du coup, on se dit, bah, on va en rater quelques-uns, on le sait. C'est pas grave, alors qu'avant, quand il y avait 16-18 Grands Prix, Ça suffit. c'est l'idéal. Et puis après, une saison trop longue, ça fait pas justement la possibilité de voir des scénarios Ouais, comme dans les années 80 où un mec, il a abandonné au début, il a gagné 2 courses ensuite et après, derrière, il peut être champion du monde. exact. Là, ça Oui, demande trop de régularité. exactement. Exactement. Tout à fait. Alors, J'avais la bon ou pas? subtilité de l'époque, c'était non seulement une victoire, en plus il avait fait qu'une seule pole, bon ça à l'époque c'était moins dérangeant, euh, mais c'était le Grand Prix de Suisse à Dijon, en plus, en Ah, ça, je m'en 82. souvenais pas. En Ouais. 82. Je sais qu'il est champion du monde avec une victoire dans la saison, mais je savais pas que le Grand Ouais. Prix de Suisse c'était Ah, couru à Dijon. alors qu'à côté, enfin les autres années, il n'est pas champion alors qu'il a une ou deux victoires. Ouais, comme Après, quoi. on rigole sur le Grand Merci, Prix de Willy. Dijon, mais Imola, Merci beaucoup. a longtemps été le Grand Prix de Saint-Marin, alors que Saint-Marin n'est pas à côté d'Imola. Tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Il y a eu un Grand Prix du Luxembourg aussi, qui n'était pas au Luxembourg. Voilà. Nürburgring. Voilà, exact. C'était en Allemagne, ouais. Alors, je savais pas si c'était le Nürburgring, mais oui, effectivement, c'est ça. Oui, oui. Ok. Donc, bah, tu me l'as dit pour le calendrier, on en reparlera sur notre live de fin de saison. Euh, on va clôturer un petit peu sur deux petites choses pour saluer les filles de Paddock Express qui ont fait un live il n'y a pas longtemps sur la question suivante. La F1 est-elle pour toi encore la catégorie reine? Oh oui, on va Ah oui, dire, je raterai pas un Grand Prix, que bon, bah, si on a un truc de prévu le dimanche des 24 heures du Mans, bon, bah, les 24 heures du Mans, je sais que ça dure toute une journée, je vais rater le départ, mais je sais que je reverrai un peu plus tard en différé. Un hmm. Grand Prix, c'est plus difficile. Mais Ça reste quand alors même le, ouais. ça reste quand même le truc que je raterai moins qu'autre chose.
Mais tu penses pas justement, au-delà de ta passion, et tu as bien raison de continuer à regarder les Grands Prix, on le fait aussi, mais t'as pas l'impression que les différentes dispositions qu'ont pris Liberty Media pour l'avenir, parce que 2022, bon, ça va être un galop d'essai pour les nouvelles Formule 1, notamment à effet de sol, qui sont de retour. Tu penses pas que Liberty Media, en faisant 23 Grands Prix, des Grands Prix des pistes ou des choix de pistes qui peuvent laisser prêter à débat, les pneus, voilà, ta décision un petit peu avec la F1 qui est renfermée sur elle-même depuis quelques années. Est-ce que tu ne penses pas que globalement, au-delà du fait que ça reste quand même une compétition de très haut vol, on est bien d'accord, par rapport à la technologie, par rapport au niveau des pilotes, par rapport à tout ce qui tourne autour, ça- elle va pas quand même forcément dans la bonne voie, sur la bonne voie. Moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'elle va pas vraiment sur la bonne voie. Sur le calendrier, les pneus, tout ça, la réglementation technique, ouais, mais après, c'est demain, on va dire l'hybride au début, ça fait rire tout le monde. Finalement, on regarde quand même les courses. Donc le moteur, c'est pas le plus important du moment qu'on a du spectacle en piste. C'est ça. La première saison de l'hybride avec Rosberg et Hamilton qui se fritaient à chaque course, bon, bah, on a vite oublié le son qui est odieux, quoi. Après, Liberty, le côté quand même positif, c'est que moi, quand j'ai commencé à regarder la F1, bah, il y avait les magnétoscopes pour enregistrer les courses, mais on n'avait pas accès à d'autres images et choses comme ça. Aujourd'hui, on a accès aux images radio, on a accès À tout. à des vidéos dans les stands que sous l'ère Bernier Ecclestone, il n'y avait pas ça. Tout à fait. Donc, il y avait des pilotes, je pense qu'on aurait vu plus d'images dans les coulisses, peut-être que Schumacher aurait paru aussi sympathique qu'un Lando Norris aujourd'hui, quoi. Oui, c'est pas le même personnage. Ça, c'est sûr. Et c'est pas du tout. Oui, t'as raison. Non, mais t'as raison. Quand on voit les images de Lando Norris, on a l'impression que ouais, c'est quelqu'un d'accessible, qui est jeune, qui a 20 ans, que c'est un jeune comme tout le monde, alors que le gars, c'est un pilote de Formule 1 quand même. Et ça, Liberty, ce côté-là, d'avoir ouvert les vannes de YouTube, de pouvoir revoir des grands prix, des vieilles courses, permettre à des gens sur YouTube de partager leur VHS. Moi, ça m'a permis de revoir des images que j'avais jamais vues avant, quoi. Mais l'accès au pilote, c'est plus ça. Ça, c'est vrai que je m'attendais pas à ça comme réponse, mais t'as pas tort. Et c'est très juste. En revanche, on peut plus accéder au pilote. Enfin, nous qui allons sur les courses d'endurance ou de GT de temps en temps, voilà, on a accès aux pilotes. Je veux dire, on peut échanger avec eux au moins un minimum. Et la F1, c'est quand même pas mal recroquevillé sur elle-même. Et ça, c'est un petit peu dommage. Là, c'est les pilotes. Entre Moi, autres, c'est. les pilotes, je trouve que quand j'ai vu les grands prix, quand j'étais gamin, mon premier grand prix en vrai, c'est à Manicourt en 2000. Les pilotes étaient déjà inaccessibles, hein, les pilotes de Formule 1. C'est Par pas contre, dire. j'ai commencé j'ai fait le commissaire de piste pendant 3 ans. Bon, bah, quand j'allais en championnat de France de GT ou de super tourisme, là par contre, c'était très facile d'y aller. Donc, je pense que ça n'a pas changé. La Formule 1, ça reste la catégorie reine et comme aujourd'hui sur le foot, tu vas pas avoir les joueurs de l'OL comme tu vas voir ceux de, ceux de Dijon ou de Guingamp, quoi. Ils sont beaucoup moins accessibles si t'as pas le pass de supporter ou autre chose comme ça, parce que c'est des stars, Ouais. Ok, ouais. ça marche bien. Je suis très content que tu aies pu nous accorder un petit peu ton avis là-dessus. On va pas trop épiloguer parce qu'on peut te réinviter plus tard pour débriefer la saison 2020. Ça, Willy va s'en occuper et il va vous donner des infos sur le groupe. Euh, Avant que tu conclues le live, parce que c'est la tradition, on va redonner les résultats du concours MS Predictor. Donc Willy a rondement mené pendant toute la saison. Donc on remettra ça pour 2021. Donc il y a de très très beaux lots qui seront à mettre en jeu pour l'année prochaine. On vous en reparlera évidemment. Mais en tout cas, cette année, donc 3 vainqueurs. Donc c'est Jérôme Neu qui remporte la première place avec donc il aura une BD Antoine le pilote. En deuxième position, c'est Sophie Bignet qui gagne ton livre, mon cher Julien. Donc je vous invite à vous procurer. Je me suis levé pour ces grands prix. Donc le lien amazon.fr est dans la publication de ce live. N'hésitez pas à l'offrir pour Noël aux passionnés de F1 et de sport auto que vous connaissez autour de vous. Et donc c'est le deuxième prix de MX Predictor, donc ton livre qui est magnifique. Sophie va se régaler. Et puis en troisième position, c'est Julien Kerf qui remporte le livre comme par hasard,
ton prédécesseur, Hilario Pax, Imola le jour d'après. Donc Imola le jour d'après, qui est le 3e lot. Voilà, donc félicitations à eux, pendant que Willy passe ta publicité sur Amazon.fr. Donc voilà, vous procurez-vous le livre de Julien. Franchement, voilà, on s'est régalé. Il a bien voulu accepter notre invitation. C'est pas facile de passer en live comme ça pour la première fois, je crois. Voilà, c'est pas évident et tu t'es très très bien débrouillé. Et au-delà de tes talents d'écrivain et du courage que tu as écrit pour l'éditer et l'écrire, bah, tu t'es très bien adapté et tu as su aussi nous parler de F1 et c'est super sympa. On voit que tu es passionné et ça a été un régal. Voilà, Ben, merci à vous je pour t'en prie, Julien. l'invitation, pour la promo. Et puis, C'est ouais, normal. c'est une expérience sympa. Ouais, à refaire. J'avais squatté les forums où on ne sait pas trop à qui on s'adresse quand on débat sur la F1, que là, il y a des visages, c'est sympa. Oui, là, il y a des visages, effectivement. Ça marche, Julien. La tradition, avant de conclure, donner quelques petites annonces, hein, on fait notre auto-promo aussi. C'est toi qui conclus le live. C'est comme ça chez nous. Voilà, donc je te laisse la parole. Et puis voilà, tout simplement. J'espère qu'on se retrouvera dans 15 ans pour un tome 2 avec des grands prix pour lesquels je me suis encore levé. Ouais, On entendra encore des Marseillaises pour un titre de champion du monde, par exemple. Qu'on verra Ferrari gagner aussi. Qu'on n'attendra pas autant que Schumacher pour mettre fin à 21 ans de disette. Et puis, que la Formule 1 continue à nous faire rêver, continue à traverser les générations, que les Grands Prix continuent de nous éclater. Voilà. Et ça merci marche. pour l'invite, pour la promo, la couverture, et puis pour ce que vous faites sur les différents groupes. Ouais. Parce que bon, c'est vrai que moi, je connaissais la F1. Avec Internet, j'ai découvert plein d'autres disciplines. Et c'est grâce à des gens comme vous que des disciplines comme le GT, on peut les suivre. Parce que c'est pas des trucs qui passent à la télé, qui ont une couverture médiatique qui permettent de s'y intéresser longuement. Tout à fait. Ça marche, Julien. Bah, merci à toi en tout cas. Écrire un livre, c'est pas simple. C'est une aventure humaine. Tu l'as très bien fait. 230 pages de bonheur. Voilà, donc bravo à toi. Voilà, je terminerai là-dessus. Et effectivement, comme tu le dis, on a 3 groupes. Groupe karting, donc Kart In Live, qui est géré par Virginie, qui a bientôt 800 membres. C'est super. Elle a 700 et des brouettes. Le groupe donc F1 Racing Live qui est géré par Willy qui est aux manettes ce soir. Et puis le groupe Wake GT Live ou avec Alban et plein d'autres d'ailleurs. Mais on mène le groupe avec Alban sur l'endurance en général, l'IMSA, le Wake, le GT World Challenge, Endurance, Sprint, le GT4 France. Et puis voilà, j'ai fait le tour, je crois. Wake, IMSA, ouais, c'est pas mal déjà. C'est bien. C'est bien. Les 24 heures du Nürburgring, enfin bon tout ce qui concerne l'endurance et le GT, avec de très très belles nouvelles qui viennent de sortir, avec le Porsche qui revient en LMDH en 2023. Voilà, donc on s'éclate effectivement et on essaie de vous donner le meilleur via des lives avec des pilotes, des publications que nous faisons nous-mêmes, qu'on rédigeons nous-mêmes. On n'écrit pas des livres, mais on les essaie de les rédiger nous-mêmes. Et voilà, donc Willy aussi, qui tient ce groupe F1, voilà, et qui va progresser également. Voilà, donc merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous le lundi 21 décembre sur Wake GT Live avec un futur invité qui sera reçu par Fabrice et Alban. Et c'est Willy, tu vas nous le dire. Eh ben, c'est aussi simple, hein. On parlait d'Olivier Panis, c'est le même prénom, mais c'est pas la même personne, c'est Olivier Plat. Ça sera Olivier Plat, Ah, bah oui, effectivement. Ouais. Voilà. Le champion, le pilote. Olivier Plat, lundi soir, le 21 décembre. On vous mettra les annonces sur le groupe du Wake, il n'y a pas de souci. Vous aurez les infos et ça sera probablement le dernier live de l'année. À un moment donné, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on mange des chocolats, il faut qu'on fasse une petite pause. Comment? On n'en fait pas un le 25 décembre? Ah bah, On en sous le serait sapin. capable, tu sais. On en serait Sous capable. le sapin, Je on pense se qu'on en serait remet, on se capable. remet la victoire de Pierre Gasly sous le sapin. Voilà. Pourquoi pas. Effectivement. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos 3 groupes. Wake GT Live, F1 Racing Live et Kart In Live. Merci Julien. Merci. À la prochaine. On te garde. Ne coupe pas, reste avec nous. On a encore quelques petites choses à te dire en secret. Et puis, je remercie beaucoup Willy qui est aux manettes, qui réalise toujours ses émissions d'une main de maître.
Et puis, merci à tous ceux qui nous ont regardés, qui nous ont suivis et qui vont profiter de ce live en replay sur YouTube et sur le groupe Facebook. Bonsoir à tous. Merci Julien, merci Willy. À très vite. Ciao, ciao. À bientôt. Bonne fin de semaine à tous.